Alors moi, je ne suis ni cachère ni halal, j'ai l'habitude de dire que je suis galette et beurre salé, puisque je viens de Bretagne. Et quand j'entendais Michel tout à l'heure parler de sa chorale, il m'est revenu à l'esprit quelque chose que j'avais oublié. À l'époque, j'étais étudiante à Rennes, et un jour, nous sommes partis de la fac, quelques centaines d'étudiants, tous entassés dans des 2 chevaux ou des Renault 4, pour aller au Mont-Saint-Michel. Et nous nous sommes installés sur les marches de l'abbaye, et nous avons empêché que se tienne une chorale d'Afrique du Sud, de jeunes blancs d'Afrique du Sud. Et j'espère qu'effectivement, ça leur a permis de réfléchir et de se demander pourquoi ils n'ont pas pu chanter ce jour-là au Mont-Saint-Michel. J'avais complètement oublié cette affaire-là et je m'en suis souvenu quand Michel parlait tout à l'heure, ça m'a un petit peu ému d'ailleurs. Ça m'a rappelé une époque de ma jeunesse, effectivement, le boycott de l'Afrique du Sud. Alors Michel a développé tous les boycotts, effectivement, il y en a d'autres. Il y a eu le Canada pour les produits de la mer du Canada en raison du massacre des phoques. Il y a eu des boycotts de pays en raison de la fourrure, du trafic d'ivoire, que sais-je encore. Il y a beaucoup de boycotts. Il n'y a pas qu'Israël qui a subi des campagnes de boycott en France et en Europe d'une manière générale. Moi, la question que je poserai demain, c'est pourquoi cette discrimination à l'égard d'Israël? Pourquoi cette discrimination de la part du gouvernement français? Pourquoi traite-t-on Israël de cette manière alors que tous les autres pays, que ce soit pour des tas de raisons, on n'a jamais considéré comme anormal qu'il y ait des campagnes de boycott? Mais je vais passer très vite là-dessus puisque tout a été dit et je partage ce qui a été dit sur le boycott. Je voudrais simplement, moi, si vous en êtes d'accord, vous parler de ce qui se passe au niveau européen, puisque je viens de Bruxelles. Alors, je dis toujours au Parlement qu'il est normal que les citoyens, et c'est même regrettable, mais il est normal que les citoyens prennent les affaires en main, puisque au niveau de l'institution, nous ne sommes pas en mesure de garantir la traçabilité des produits qui sont en vente sur les marchés. Et ce n'est pas normal, ça ne devrait pas. Mais voilà. Donc moi j'insiste, depuis que je suis au Parlement, sur cette question de la traçabilité, de l'étiquetage des produits. Alors nous sommes un certain nombre à systématiquement interroger, utiliser les outils parlementaires, les instruments dont nous disposons, les questions écrites, les interpellations de la haute commission, de Mme Ashton, etc. Donc ça c'est depuis le début du mandat, et c'est vrai qu'il y a eu un tout petit peu d'avancée. C'est-à-dire que maintenant, on a enfin obtenu au niveau européen que soient publiés les codes postaux permettant de voir la provenance des produits. Parce que jusqu'alors, nous ne pouvions même pas obtenir les codes postaux. Donc c'est une petite avancée, mais il n'empêche qu'actuellement, les États membres ont toujours la possibilité d'appliquer l'étiquetage ou pas. Et la France ne le fait toujours pas, alors que la Grande-Bretagne l'a mis en place depuis 2009, et que le Danemark y travaille, et que d'autres pays y travaillent. Donc ce qu'il faut obtenir en France, effectivement, c'est un étiquetage des produits qui permettent aux consommateurs de savoir ce qu'ils achètent. Les consommateurs que nous sommes, pour des tas de raisons diverses et variées, nous souhaitons savoir d'où viennent les produits de plus en plus. On n'a jamais considéré que le fait d'indiquer la provenance du bœuf de tel pays, d'Allemagne, de telle région, etc., c'était une discrimination quelconque. On a boycotté en quelque sorte le bœuf venant de Grande-Bretagne à l'époque de la vache folle. On n'a jamais considéré que c'était une attaque inadmissible, intolérable. Les consommateurs ont le droit de choisir ce qu'ils achètent et dans quelles conditions ils le font. Donc c'est tout à fait normal. Alors là, actuellement, donc, nous n'avons toujours pas en France un étiquetage. Et ce n'est pas normal, il faut continuer le combat. Je sais que certains députés à l'Assemblée nationale commencent à interpeller. J'ai une copine qui est députée, Eva Sass, qui a récemment soulevé le problème en disant pourquoi ne pas suivre l'exemple de la Grande-Bretagne. Bon, on y viendra peut-être. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, l'accord qui existe entre l'Union européenne et Israël est basé sur la confiance, en fait. C'est un accord technique et ce sont les Israéliens qui précisent d'où viennent les produits. Alors vous pensez bien qu'en ce qui concerne par exemple les produits agricoles, vous savez, il y a un mélange de produits, c'est absolument faux de dire qu'on peut savoir d'où viennent les produits. Donc actuellement, le mécanisme qui est mis en place au niveau européen n'est absolument pas satisfaisant. Il y a eu de nombreux exemples qui ont prouvé que des produits venant des colonies étaient en vente et bénéficiaient, ce qui est encore plus grave, des conditions financières favorables au niveau de l'Union européenne. Et déjà ça, le régime tarifaire préférentiel, normalement,
dans la loi, ne devrait pas bénéficier aux produits des colonies, puisque l'Union européenne ne reconnaît pas, reconnaît Israël dans les frontières de 67 uniquement, exclusivement. Donc, le fait que les produits bénéficient du régime préférentiel tarifaire, c'est tout à fait anormal. Il y a là un dysfonctionnement. Alors, moi, j'ai envie de vous parler d'autre chose qui me paraît intéressant à raconter. Chaque année, nous recevons à l'Union européenne le rapport de ce que nous appelons le rapport des chefs de mission européens. Ce sont les ambassadeurs de l'ensemble des États membres qui sont à Jérusalem et qui envoient un rapport. Je vais vous lire quelques extraits du rapport de 2012, du dernier rapport. Alors évidemment, ce rapport n'est pas publié, hein, on a beaucoup de mal à se le procurer. Alors par exemple, sur l'importation et l'étiquetage des produits des colonies, point 3, il conseille donc les ambassadeurs qu'il faut s'assurer d'une stricte mise en œuvre de l'accord d'association UE-Israël, y compris le fait que les produits fabriqués dans les colonies ne bénéficient pas de traitement tarifaire préférentiel. Ce sont donc les ambassadeurs de l'UE qui donnent cette indication. Encourager les efforts en cours de pleine et efficace mise en œuvre de la législation européenne existante et arrangements techniques bilatéraux applicables aux produits des colonies. Concernant les règles d'origine et l'étiquetage, s'assurer que l'importation des produits des colonies au sein de l'UE ne bénéficie pas de traitement tarifaire préférentiel et garantir le droit des consommateurs d'être informés. Demande à la Commission d'élaborer des guidelines aux États membres de l'Union sur la législation européenne existante et l'étiquetage. C'est très clair, tous les ans, ils donnent ces recommandations-là. Sur le financement public, s'assurer qu'aucun programme européen soit utilisé pour soutenir les colonies et les activités dans les colonies, y compris le financement des projets de recherche, d'éducation et de coopération technique. Ensuite, un autre passage que je trouve intéressant, concernant les investissements et les transactions financières. Prévenir, décourager et informer sur les implications problématiques des transactions financières venant de l'Union, y compris les investissements directs étrangers, qui soutiennent les activités, infrastructures et services dans les colonies israéliennes.